Un milliardaire lors de son TED Talk est interrompu par un petit garçon brandissant une vieille photographie. « Monsieur, pouvez-vous raconter à tout le monde cette partie de l'histoire ?» Alors que le PDG s'apprête à le faire escorter dehors, il jette un coup d'œil à la photo et sent son monde entier s'écrouler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lumières s'atténuent alors que l'animateur se retire, son sourire d'habitude figé durant juste le temps de vendre le moment. Graham Langford apparaît sous une ovation tonitruante, ce genre d'applaudissement qui ne ressemblait plus à du bruit, mais à une confirmation, des rangées de visages rayonnant vers lui, des téléphones levés, des yeux écarquillés de révérence, un tête d'affiche de TED en salle comble, l'innovateur de la décennie, un homme qui avait transformé un croquis sur le dortoir universitaire en Langford Dynamics. Une force mondiale dans les technologies propres et l'intégration de l'IA. Il attendit juste assez longtemps que les applaudissements culminent, puis fit un hochement de tête mesuré et entama son discours d'ouverture. Il avait fait cela des dizaines de fois, parfois devant des salles de conseil, parfois lors de panels mondiaux, mais cette scène était celle qui faisait croire aux gens qu'il assistait à l'histoire qui se déroulait. Il parlait de ténacité, de risques, de nuits blanches et de choix impossibles, comment il avait présenté une idée à moitié formée à des capital risqueurs qui se souciaient uniquement des chiffres parce qu'ils croyaient en lui. Il encadrait l'histoire de la bonne manière, personnel mais concentré, autodérisoire au moment juste. Le public réagissait par des rires, des hochements de tête, des murmures d'admiration de temps à autre. Il était à mi-chemin d'une histoire sur la surchauffe de la batterie de son premier prototype qui avait explosé son micro-ondes lorsqu'une petite voix fendit l'amphithéâtre. « Monsieur, pouvez-vous raconter à tout le monde cette partie de l'histoire ?» Le ton était vif, étrangement confiant. Un murmure parcourut le public alors que les têtes se tournaient. Graham s'arrêta, confus, pendant un temps avant que ses yeux ne trouvent la source. Un garçon, peut-être âgé de 9 ou 10 ans, s'était levé de l'un des couloirs latéraux, tenant quelque chose de petit et rectangulaire. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. L'enfant avait toute l'attention de la salle rien qu'en existant là où il n'aurait pas dû être. Graham plissa les yeux. « Pardon, c'est quoi ?» dit-il d'un ton léger, une redirection habilement pratiquée, du genre utilisé pour gérer des éclairs bizarres sans perdre l'attention du public. Mais le garçon resta ferme et répéta, plus fort cette fois. « Pouvez-vous leur raconter cette partie ?» Il s'avança vers la scène, repoussant un huissier stupéfait. « Vous avez oublié cette partie. » La sécurité se mettait déjà en route, 2 hommes se faufilant entre les rangées en direction du garçon. Mais quelque chose fit lever la main de Graham. Le garçon s'arrêta juste en dessous de la scène, leva la photo plus haut. « Vous vous souvenez, non ?» L'image était trop loin pour être clairement visible, mais quelque chose en elle accrocha Graham. Il se pencha, plissant à nouveau les yeux. « Pouvez-vous l'amener ici ?» demanda-t-il, avant de se rendre compte de ce qu'il disait. Le garçon monta les marches comme s'il l'avait répété, sans hésitation. Il traversa la scène et remit la photo, puis se tourna vers la foule, totalement impassible. « Je l'ai construite, l'idée, mais pas lui. » dit-il. Graham baissa les yeux sur la photo et sentit le sol se dérober sous lui. Elle était ancienne, légèrement déformée par l'âge, pliée au milieu, une photo de 2 personnes assises en tailleur sur le sol d'un dortoir, une table encombrée derrière eux, des papiers partout, son moi plus jeune, indubitablement lui, se penchant vers une fille aux boucles sauvages, un marqueur permanent à la main, esquissant quelque chose sur un panneau en carton déchiré à côté. Le croquis, de fines lignes au crayon et des légendes, juste assez de détails pour que la forme soit familière. C'était le croquis, le premier concept, leur projet final. Il savait, à cet instant, qu'il l'avait vécu. Il avait essayé de ne pas y penser pendant plus d'une décennie. Le public était silencieux, non pas dans le respect, mais dans une incertitude épaisse et en attente. La gorge de Graham se serra, il ne l'avait pas revue depuis des années, Eva Sano. Elle détestait les caméras à l'époque, mais elle lui avait laissé prendre cette photo parce qu'il venait de finir de construire ce qui était censé tout changer, et cela n'avait tout simplement pas fonctionné comme elle l'avait imaginé. Le garçon ne parla plus, il n'en avait pas besoin, la photo et le nom d'elle suffisaient. Graham tenait la photo d'une main et le micro de l'autre, mais sa voix ne voulait pas sortir. Quelques secondes gênantes s'écoulèrent avant qu'il ne force un « E » et ne dise « Revenons à la présentation ». Quelqu'un au premier rang leva un téléphone. Capitaine de tout, en fait. Il se racla la gorge, regarda la télécommande dans sa main, tenta de passer à la diapositive suivante, mais les mots se brouillèrent. Il ne pouvait s'empêcher de revoir ce croquis, l'écriture désordonnée, son écriture, les lignes qu'il avait redessinées plus tard en fichier KO net. Le prototype qu'elle avait aidé à construire,
mais qu'il n'avait jamais pu présenter parce qu'il avait pris l'offre d'emploi, avait pris l'idée, pris le nom de la société sur une liste qu'ils avaient faite ensemble dans un accès de désespoir post-partiel. Une autre diapositive apparut derrière lui, la chronologie de l'entreprise. Le public le regardait patauger en temps réel. Il essaya de parler à nouveau, mais les mots sortirent en morceaux, rien de cohérent. Sa voix se brisa d'une manière qu'il ne pouvait dissimuler. Personne ne rit cette fois. Le garçon était toujours sur scène. La sécurité avait finalement atteint le bord, hésitante, attendant un signal. Graham les fixa, vide, puis regarda de nouveau le garçon. « D'où as-tu eu ça » demanda-t-il doucement, comme s'il voulait que ce soit privé dans une salle remplie d'un millier de personnes. Le garçon leva les yeux vers lui. « Dans le tiroir de ma mère. Elle a dit que je ne devrais pas venir, mais vous continuez de dire que c'est ton histoire. Je pensais que les gens devaient savoir que c'est aussi la sienne. » Graham ne savait pas quoi dire, son esprit ravivé par des années de silence, des messages ignorés, effacés délibérément. Les personnes devant lui ne tapaient plus dans leurs mains, elles filmaient, attendaient une réponse. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-il, puis, sans y réfléchir, sans se retourner, il quitta la scène. Il marcha rapidement, puis encore plus vite, tandis que son casque crachotait dans son oreille, quelqu'un tentait de gérer le désastre. Il mit fin au TED Talk et le jeta dans une poubelle en passant par la porte de côté, dans un couloir, saluant un membre de l'équipe qui lui demandait s'il allait bien. La réponse aurait été non, mais il ne s'arrêta pas pour le dire. Dehors, un photographe captura une image floue de lui montant dans une voiture noire. Au moment où le véhicule s'éloignait, le clip avait déjà fait le tour de Twitter, le discours du PDG détourné par un garçon avec une photo choc. Les vues doublaient toutes les quelques minutes, les forums éclataient, des fils Reddit se remplissaient d'analyses image par image des mots du garçon, du visage du PDG, de l'image elle-même. Un gros plan granuleux révéla la jeune femme sur la photo, la reconnaissance faciale ayant identifié son nom. Eva Sano, ancienne étudiante en ingénierie, collaboratrice non créditée, Langford Dynamics oubliée en partie. Dans la voiture, Graham regardait par la fenêtre, engourdi, la photo reposait sur ses genoux. Le silence autour d'elle semblait plus fort que la foule qu'il avait laissée derrière lui. Pour la première fois depuis des années, l'histoire n'était plus la sienne à raconter. Graham ne dormit pas cette nuit-là. Après que la voiture l'eut déposé à son immeuble, il entra dans le hall sans saluer le portier, se dirigea directement vers l'ascenseur privé et s'appuya contre le mur de miroir tandis que les lumières du plancher s'allumaient progressivement. La photo que le garçon lui avait donnée était toujours pliée dans sa poche. Il ne l'avait pas regardée depuis avoir quitté la scène, mais il en ressentait la présence comme un petit poids aigu dont il ne pouvait se défaire. À l'étage, son pantouse se trouvait dans son habituel silence poli. Il laissa tomber son blazer sur une chaise et se rendit dans la cuisine, remplit un verre d'eau et le versa directement dans l'évier. Ni appétit, ni soif, juste du bruit dans la tête. Son téléphone vibrait pour la 50e fois, texto, appels, messages manqués de toutes parts, relations publiques, services juridiques, devant 2 membres du conseil, son assistante, les organisateurs du TED Talk. Sa boîte mail était en feu et les gros titres tournaient déjà. Il parcourut un article, l'héritage de Langford remis en question après qu'un enfant ait défié l'histoire d'origine, et puis éteignit tout. Vers 2 heures du matin, Devon arriva. Il n'attendit pas d'invitation, se laissa simplement entrer avec le code que Graham lui avait donné des années auparavant, costume fin, sans cravate et portant un ordinateur portable sous le bras comme une arme. Il le jeta sur l'îlot de la cuisine et l'ouvrit d'un geste, puis jeta un coup d'œil à Graham qui n'avait pas bougé de son tabouret de bar. « D'accord, » dit Devon, « soyons malins à ce sujet. » Graham ne répondit pas. Devon cliqua dans Windows, fit apparaître des flux en direct, des découpages, des captures d'écran de publication de toutes les grandes plateformes. La photo, le garçon, les spéculations sur qui il était, qui elle était. Le silence de Graham avait laissé un vide que l'Internet avait rapidement comblé. Playbook de gestion de crise, nié, retardé, redirigé. Nous déclarons que la photo a été sortie de son contexte, que vous ne reconnaissez pas la femme, que ce n'est pas elle sur laquelle nous avons bâti l'entreprise. Nous publierons une déclaration demain matin, vague mais rassurante. Graham fixait toujours le comptoir. C'est elle, dit Devon en sortant la photo et en la posant entre eux. Eva. De l'époque de l'université, nous travaillions sur une unité de stockage d'énergie modulaire pour notre projet final. C'est tout. C'était le croquis, son écriture. Devon fit un clignement lent, puis se pencha pour étudier la photo. Tu es sûr ? Je n'ai pas juste repris l'idée, j'ai tout pris.
Un long silence s'installa, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant l'espace. Finalement, Devon s'assit en face de lui, les bras croisés. « Tu n'es pas en train de reconnaître un vol intellectuel, n'est-ce pas ?» « Ce n'était pas comme ça, » dit Graham, bien que les mots semblaient vides. « Nous y travaillons ensemble, puis j'ai reçu l'appel. » L'un des premiers capital risqueurs voulait parler. Je lui ai dit que je l'inclurais plus tard. Je n'ai pas, elle n'a pas cessé d'appeler, je ne répondais pas. Je me suis dit que c'était temporaire, que je réparais les choses, et tu n'as jamais fait pareil. Devon passa une main dans ses cheveux, émettant un faible son d'incrédulité. Tu te rends compte de ce qui se passe si tout cela est retracé correctement ? Des procès d'actionnaires, des contestations de brevets, sans parler du fait que tu deviendrais le visage d'un scandale de plagiat, en plus de tout le drame personnel que cet enfant vient de lâcher sur scène. Graham ne répliqua pas. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville se mêlaient en un flou à l'horizon, en dessous des voitures se déplaçant comme des courants lents, inconscients de l'effondrement qui se produisait à 30 étages plus haut. « Je dois savoir où elle est, » dit-il. Devon leva les yeux. « Tu penses que c'est une bonne idée ? » Je m'en fiche, dit Graham. Dans les heures qui suivirent, pendant que Devon s'occupait des appels et rédigeait une réponse juridique avec leur équipe interne, Graham disparut dans ses archives. Une pile de vieilles boîtes, qu'il n'avait pas touchées depuis plus d'une décennie, se trouvait dans une arrière-salle, tel un grenier oublié. Il les sortit une à une, triant entre des carnets griffonnés, des carnets de croquis à moitié utilisés, des disques durs, des reçus, des impressions chiffonnées de début d'idées nocturnes. Au fond d'une boîte, il trouva un dossier étiqueté « Capstone Serrano Langford ». À l'intérieur se trouvaient des plans, des notes et 2 écritures, et une serviette en papier à moitié déchirée où Eva avait noté une liste de noms potentiels pour leur projet. Langford Dynamics était numéro 4, elle l'avait entouré d'un astérisque. Il s'assit par terre, le dossier sur les genoux, et ne bougea pas longtemps. Quelques pages plus loin se trouvait une lettre d'elle, une lettre manuscrite qu'elle avait glissée dans sa chambre de dortoir la semaine après son départ. Elle était courte, ni en colère, ni désespérée, juste confuse. Elle demandait s'il allait bien, disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il avait disparu, lui souhaitait bonne chance, disait être fière du travail qu'ils avaient accompli ensemble. Cela le frappa plus que tout. Quand la lumière du jour commença à percer sur les planches du sol, Graham avait récupéré son ancien email inactif. Il essaya son nom sur toutes les grandes plateformes sociales, il y avait trop d'Eva Sano et aucune ne lui semblait familière. Il se rendit sur LinkedIn, chercha dans les archives d'anciens élèves, trouva un fil de discussion d'une réunion d'anciens. Quelqu'un mentionna qu'elle vivait dans l'Ouest désormais, travaillant pour une ONG, peut-être en enseignant. Finalement, il trouva un profil Instagram privé sous un nouveau nom, mais la photo de profil le figea sur place. C'était le garçon, un peu plus âgé, avec le même regard défiant. Il était assis à une table de cuisine entourée de fils et de cartes de circuit, avec une légende, devine qui a essayé de construire une batterie à partir de rien encore. Graham fixa la photo, sa main hésitante sur la souris, incertain de ce qu'il comptait faire ensuite. Lui envoyer un message, s'excuser, demander des nouvelles du garçon, comparer les ressemblances, son visage, sa forme. Ce n'était plus un simple hasard, c'était un fait. Il se détourna de l'écran, fit les 100 pas dans la pièce, l'estomac noué, des années de formation médiatique, de stratégie en salle de conseil, de défense juridique, toutes inutiles maintenant, aucune ne le préparant à la possibilité qu'il ait un fils qu'Eva avait gardé secret, et pourtant, après ce qu'il avait fait, pouvait-il la lui reprocher ? Il se rappela l'époque universitaire, Eva riant lors d'une nuit blanche, lui lançant des boules de papier entre 2 esquisses, la façon dont elle se concentrait dès qu'une idée cliquait, lançant des idées plus vite qu'il ne pouvait taper. Ils avaient été une équipe, partenaires de la meilleure des manières. Il se souvint de s'être rendu seul à cette réunion avec un investisseur, répétant intérieurement comment il expliquerait le prototype, comment il était si facile de laisser l'histoire changer légèrement, comment cela semblait trop compliqué pour revenir en arrière et réparer une fois que l'argent serait arrivé. Alors, il ne le fit pas, et jamais. Il sortit son téléphone et tapa le nom d'Eva dans l'application de notes, juste son nom, sans message pour l'instant. Il n'était pas sûr de ce qu'il dirait, seulement qu'il ne pouvait rester silencieux. Le bruit des pas de Devon rompit le silence, des annonces s'envolèrent. Voix basse, dit-il, on s'est acheté environ un jour, peut-être 2, mais ils arrivent de plus en plus fort. Graham hocha la tête. Je dois la retrouver. Je suppose que tu veux revoir les comptes avant de la contacter ? Devon hésita. Non, dit Graham. Si ça tourne mal,
Ce ne sera pas seulement l'entreprise qui s'écroulera, ce sera tout. Tu es prêt pour ça? Graham regarda de nouveau l'écran, la photo du garçon toujours ouverte, encadrée par des fils et des outils. Non, dit-il, mais je vais y aller quand même. Il lui fallut moins de 24 heures pour trouver son adresse. Devon le mit en garde de nouveau de ne pas y aller, mais Graham l'ignora. Sans tampon juridique, sans stratégie RP, juste une voiture de location, un emplacement dans les contreforts en dehors de Santa Rosa et un courage plein d'appréhension. Le trajet fut suffisamment long pour qu'il doute une douzaine de fois, et à chaque fois qu'il pensa à faire demi-tour, il se représenta la photo, le regard du garçon, non pas effrayé ou en colère, mais sûr, comme s'il avait parfaitement le droit de poser la question, comme s'il connaissait déjà la réponse. La maison était plus petite que ce que Graham avait imaginé, un bardage bleu décoloré par le soleil, un chemin inégal menant à une marche d'entrée bancale, une boîte aux lettres rouillée semblant prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Pourtant, tout était soigné. Les parterres de fleurs le long du porche étaient bien entretenus, quelqu'un avait récemment réparé la porte moustiquaire et une pancarte en bois peinte à la main était clouée à la rambarde. Pas de sollicitation, pas de prédication, surtout pas de démarchage. Graham esquissa un demi-sourire. Elle n'a pas changé. Il resta là un moment, la main près de la sonnette, répétant intérieurement ce qu'il dirait. Rien ne semblait juste. Finalement, il appuya sur la sonnette et attendit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle ne parla pas, se contenta de le fixer. Il n'y eut ni l'élan chaleureux de la reconnaissance, ni la curiosité hésitante, juste ce calme qui montrait clairement qu'elle avait imaginé ce moment auparavant et en détestait chaque version. Graham tenta de commencer, « Eva ». Elle leva la main et sortit sur le porche, refermant la porte derrière elle. « Vous avez 5 minutes, parlez vite. » Il avait une chaleur attendue, mais la précision de ses mots la traversait. Elle avait l'air différente, plus âgée, bien sûr, mais pas d'une manière qui aurait atténué quoi que ce soit. Ses traits étaient désormais plus nets, plus définis, comme quelqu'un qui avait passé des années à se battre pour sa place et qui n'avait pas l'intention d'en céder une once. « J'ai vu la photo, dit-il. Je sais que tu as pris la photo il y a des années, puis tu as repris le reste. » Il ouvrit la bouche, puis se ravisa. « Je ne suis pas venu ici pour me battre. » Elle croisa les bras. « Alors tu aurais dû rester dans ton bureau, là où tout est scénarisé et propre. » Je n'avais aucune idée, dit-il, au sujet du garçon, de tout ça. C'est parce que tu n'as pas demandé. Sa voix se brisa légèrement, non par faiblesse, mais par force. Tu m'as fantasmé, Graham. Tu as pris la réunion, l'idée, le nom et tu as disparu. Et maintenant tu veux, quoi, obtenir un pardon? Il secoua la tête. Je veux parler. Je veux comprendre. Ce gamin, il est à moi. Elle le regarda longuement avant de répondre. Oui, son nom est Léo. Graham laissa retomber le nom. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je le voulais. Ses bras tombèrent de ses côtés. Au début, non. J'étais en colère. Tu as disparu, tu m'as laissé expliquer à nos professeurs pourquoi tu avais abandonné en plein semestre. Je pensais avoir de tes nouvelles en une semaine, puis en une autre, puis plus rien, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me suis dit que tu ne méritais pas de le savoir. Tu as fait ton choix. Je pensais qu'on m'offrirait tout ce pour quoi nous avions travaillé. Je pensais pouvoir t'inclure plus tard, arranger les choses une fois que j'aurais sécurisé le financement. Elle rit sèchement. Tu allais revenir vers la mère de ton enfant, co-créatrice? Super plan. Il s'approcha. Je ne savais pas que tu étais enceinte, et si je te l'avais dit, serais-tu revenu de tes sommets technologiques? Aurais-tu mis en pause ta montée vers le milliard pour changer des couches dans un appartement loué? Elle secoua la tête. Je me suis dit que peu importait, que je pouvais l'élever seul, et quand j'ai vu ce que tu étais prêt à faire pour réussir, quand tu éliminais des gens, réécrivais l'histoire, transformais notre projet en une marque personnelle, j'ai su que j'avais fait le bon choix. De la fenêtre à côté de la porte, Graham aperçut un mouvement, un petit visage regardant, à moitié caché derrière le rideau. Léo. Il semblait plus petit, plus réel, moins symbolique, mais son regard était déterminé, rappelant à Graham les longues nuits d'études et les débats acharnés sur les designs. « Je veux le rencontrer », dit Graham. Eva suivit son regard. Son visage ne s'adoucit pas, mais elle ne l'arrêta pas non plus. Elle entr'ouvrit la porte et appela « Léo, viens ici, s'il te plaît ». Le garçon sortit lentement, les mains dans la poche avant d'un sweat à capuche trop grand pour lui. Il leva les yeux vers Graham avec cette même certitude silencieuse. « Et, dit-il, comme si tout cela était parfaitement ordinaire. « Et, Graham,
répondit-il, surpris. Ils restèrent là un moment, deux étrangers avec trop de non-dits entre eux. Graham chercha quelque chose à dire, mais tout lui semblait idiot. Léo lui épargna cette peine. « T'es plus grand que je ne le pensais, dit-il, et ta voix sonne différemment quand tu ne fais pas semblant d'être humble. » Cela brisa la tension juste assez pour qu'Eva serre les lèvres pour ne pas sourire. Graham cligna des yeux. « Je suppose que je l'ai bien cherché. »« Tu as raison. Tu aimes la robotique ?» demanda-t-il. « J'ai vu cette photo de toi, on aurait dit que tu construisais quelque chose, toujours, » répondit Léo, « pas à cause de toi, juste pour qu'on soit clair. » Graham hocha la tête. « Génial, » dit-il. Le garçon inclina la tête, l'observant comme une énigme qu'il n'avait pas encore jugée digne d'être résolue. « Tu ne vas pas essayer de m'emmener ailleurs, n'est-ce pas ? » « Non, » répondit Graham. « Je veux juste être ici maintenant. » Léo haussa légèrement les épaules. « D'accord, mais pas de discours, j'en ai assez entendu. » Eva intervint, « Ça suffit pour aujourd'hui. » Léo disparut derrière la porte qui se referma avec un clic. Elle se tourna vers Graham. « Il n'a pas besoin de ton argent, dit-elle. »« Je n'en ai pas besoin, » le coupa-t-elle. « Tu as toujours commencé par là, tu veux aider, être utile, te montrer, mais ne pense pas que tu peux t'acheter ton entrée dans sa vie, cette porte ne s'ouvre pas comme ça. » Il fouilla dans sa poche, en sortit un chèque plié qu'il avait oublié et le lui tendit, non pas comme un paiement, mais comme une preuve. « Je ne veux pas ça non plus, dit-il. Je ne savais tout simplement pas quoi apporter d'autre. » Eva prit le chèque sans le regarder, le déchira en deux, puis en fit encore, laissant les morceaux tomber entre eux. « Si tu veux être son père, dit-elle, gagne-le, mais ne reviens pas avec des aides financières et des reproches. Il n'est pas un correcteur RP. » Graham regarda le papier s'envoler dans les buissons. Il hocha la tête une fois, se retourna et marcha vers la voiture. Ce n'était pas fini, loin de là, mais pour la première fois depuis des années, il repartait de zéro. D'une certaine manière, cela lui convenait. Le bruit de la porte d'entrée qui claquait resta avec Graham bien après avoir quitté la maison d'Eva. Ce n'était pas seulement le volume ou la finalité, c'était la façon dont cela soulignait tout ce qu'elle avait dit, comment cela traçait une ligne entre ce qu'il avait été et ce qui allait suivre. Il ne chercha pas à se justifier pendant le trajet de retour, n'appela pas Devon, ne répéta pas son prochain geste. Il se rendit directement au bureau le lendemain matin, avec à peine 3 heures de sommeil et une énergie indéfinissable. L'ascenseur s'ouvrit sur son étage exécutif comme toujours, mais l'ambiance avait changé, les visages se tournèrent, puis se détournèrent rapidement. La réceptionniste semblait avoir avalé tout le cycle de l'actualité. Devon attendait déjà dans son bureau, arpentant la pièce, manches retroussées, ordinateur portable ouvert, 2 téléphones bourdonnant sur le bureau. Graham entra et Devon ne le salua même pas, il se contenta de pousser l'ordinateur vers lui. « C'est fini, dit-il. Le croquis, l'original. » Graham fixa l'écran. Là, c'était la lettre d'Eva, le dessin brut, la même idée qu'il avait perfectionnée et présentée il y a des années. C'était exactement l'image de la photo, maintenant scannée et publiée dans une 12aine de médias. En dessous, les gros titres s'accumulaient, l'origine de Langford sous le feu des critiques, le travail d'anciens camarades soulève des questions juridiques, un initié anonyme confirme que le croquis n'était pas uniquement celui de Langford. Il s'assit lentement. Qui l'a divulgué? On ne sait pas encore. C'est interne, quelqu'un a accédé aux fichiers d'archives de design, ceux que nous n'avions jamais inclus dans aucune publication. Mon intuition, c'est quelqu'un du département RD, peut-être quelqu'un qui attendait le bon moment, et ce moment, c'est maintenant. Graham murmura, parce que, à cause du gamin. À cause de toi. Devon répliqua, parce que tu es resté là, comme un cerf devant les phares, au lieu de contrôler le récit. Maintenant, on a des chiens de garde de l'éthique qui nous grimpent dessus. Puis il s'arrêta, prit une respiration. Allume ton téléphone, vérifie tes emails. Graham hésita, puis sortit son téléphone et le déverrouilla. Là, c'était une notification d'un investisseur se retirant ou l'un de leurs premiers soutiens, une société de capital risque qui les avait suivis à travers 3 expansions, s'était désistée. Dans le corps du message, il était clair qu'il s'agissait d'une perte de confiance, d'un risque réputationnel, de vulnérabilité juridique, pas un mot sur l'émotion, juste des chiffres, des pourcentages d'exposition. Devin, on a peut-être 48 heures avant que le conseil n'exige un vote de confiance, dit-il. Dans le meilleur des cas, tu survives avec de fortes restrictions, dans le pire, tu es complètement dehors. Graham se pencha en arrière. Tu penses que je devrais mentir?
Je pense que tu devrais élaborer une stratégie. Il y a encore moyen de redorer l'image, reconnaître un passé collaboratif avec Eva, présenter cela comme une omission, peut-être même lancer une initiative caritative en son nom. Mais si tu sors en affirmant que tu as volé quelque chose, c'est la suicide corporatif. Graham ne répondit pas, non pas parce qu'il manquait d'idées, mais parce qu'il était trop fatigué de les enjoliver. Il regarda à nouveau l'image du croquis et sut ce qu'il aurait dû faire il y a des années. Le connaître, l'ignorer, l'enterrer quelque part de l'autre côté de l'État. Eva gérait ses propres retombées. Elle s'était réveillée avec un coup frappé à la porte et 3 journalistes sur le porche, tous réclamant des commentaires. L'un avait enfoncé un téléphone dans son visage, reprenant l'interruption du TED Talk, un autre demandait si elle poursuivrait en justice, un troisième voulait parler à Léo. Cela suffisait. Elle avait claqué la porte, tiré les rideaux et verrouillé toutes les fenêtres. Léo était assis à la table de la cuisine, mangeant des céréales lentement, comme s'il savait déjà qu'il avait des ennuis. « Je te l'avais dit de ne pas y aller », dit Eva, bras croisés, toujours face à la porte. « Je sais », dit-elle en se tournant. « Tu savais ce qui se passerait et tu l'as quand même fait. » Léo mentait. Chaque vidéo, chaque article, tout ça. Il continuait de parler, vantant comment il avait construit l'affaire, comment elle venait de son brillant cerveau, et tu l'as juste laissé faire, tu l'as laissé. La voix d'Eva se fit plus basse. Je l'ai laissé faire parce que je ne voulais pas ça. Elle désigna la fenêtre. Des micros nous sont plantés au visage, des gens campent dehors. Ce n'est pas la justice, c'est un cirque médiatique. Je ne l'ai pas fait pour la justice, dit Léo doucement. Je l'ai fait pour qu'il dise qu'il était désolé. Eva la fixa, prise au dépourvu. C'est de ça qu'il s'agissait, acquiesça Léo d'un signe de tête, long moment. Elle ne dit rien, puis éclata d'un rire bref, sec, non cruel, juste émerveillé. Tu es vraiment à moi. Cet après-midi-là, elle débrancha le routeur, éteignit la télévision et laissa son téléphone en mode silencieux. Quand Léo demanda s'il était en colère, elle lui dit qu'elle en avait assez de se cacher, d'être effacée, de faire semblant que rien n'avait d'importance, parce que ça comptait, peut-être pas pour les gros titres, peut-être pas pour les investisseurs ou les dossiers juridiques, mais pour la vérité, pour la partie que Léo avait demandée et que, de son côté, elle n'attendait plus d'entendre. 2 jours plus tard, Graham revint. Pas de chauffeur, pas de costume sur mesure, pas de déclaration en main, juste un jean, une vieille veste et une détermination dans la mâchoire qui n'avait pas faibli depuis qu'il avait vu la photo. Eva ouvrit la porte, mais ne sortit pas. Cette fois, elle s'appuya sur le cadre et attendit. « Je ne suis pas venue pour parler de l'entreprise, dit-il. »« Pas aujourd'hui, répondit-elle. »« Alors, continuez. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas prétendre que ce n'était que de l'égoïsme. Je m'étais dit qu'on se reconnecterait plus tard, que je partagerais le crédit, mais il s'agissait toujours de contrôle. Je voulais gagner, et j'ai gagné, au détriment de toi, de la vérité, de tout. » Eva croisa les bras. « Tu es là pour t'excuser. Je suis là parce que je veux arranger les choses. Pas avec un chèque, pas avec des RP. Je veux vraiment parler, si tu veux bien. » Elle l'étudia, puis ouvrit la porte juste assez. 10 minutes. Pas de promesse. Il entra, pour la première fois depuis plus d'une décennie. Le salon était petit, encombré de livres, de projets à moitié terminés et d'une pile de jeux de société. Léo n'était pas là, probablement dans sa chambre, mais sa présence emplissait l'endroit. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la même que celle que Graham avait vue sur le profil Instagram privé, celle où Léo avait construit quelque chose. Eva versa 2 tasses de thé, plus par habitude que par hospitalité, ne proposant pas de sucre, ne demandant pas comment il allait. Elle le laissa parler. Il lui raconta tout, la première présentation aux investisseurs, le moment où il décida de ne plus la rappeler, le lancement de l'entreprise, les excuses qu'il s'était données pour justifier chaque omission, finalement, comment rien de tout cela ne lui semblait plus le sien, ni les éloges, ni les discours, ni même le logo de l'entreprise. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment, puis posa la question pour laquelle il ne s'était pas préparé. « Que veux-tu de Léo ?» Il baissa les yeux sur la table. « Je ne sais pas. Je pense que je veux qu'il sache que je suis là, que je ne m'enfuirai plus, même s'il ne me pardonne jamais. » Eva hocha lentement la tête. « Il est très semblable à moi, têtu, intelligent et il n'aime pas qu'on le manipule. » Elle se pencha en arrière, le regardant avec un calme mesuré, puis ajouta. « Ne le manipule pas, montre-toi simplement. » Dehors, une voiture ralentit devant la maison, un autre journaliste. Cette fois, elle ne cligna pas des yeux. «
Tu veux m'aider à faire fuir celui-là ? demanda-t-elle. Graham se tint droit, et pour la première fois, ils échangèrent un sourire simultané, bref, mais suffisant pour laisser présager que quelque chose de réel avait commencé, non réparé, non racheté, mais commencé. Le journaliste ne descendit pas de la voiture. Graham agita un grand balai depuis le porche, tel un concierge mécontent, tandis qu'Eva criait quelque chose, mi-plaisantin, mi-sérieux, à propos des lois sur le passage clandestin. La voiture resta quelques secondes au ralenti, puis s'éloigna dans la rue. Graham appuya le balai contre la rambarde et regarda Eva, qui secouait la tête. « Ça va continuer de se passer, dit-elle. Chaque semaine, peut-être même tous les jours. »« Alors j'achèterai plus de balais, répondit-il. Mais Eva ne souriait plus. Elle avait l'air fatiguée, non seulement à cause de la presse, mais aussi KO, mais dû au fait d'avoir tout supporté si longtemps sans aide ce soir-là, lors d'un dîner tranquille, Léo, scotché à une tablette, casque sur les oreilles, Eva finit par le dire à haute voix, « Il faut qu'on s'en aille. » Graham ne suivait pas, ni les médias, ni quoi que ce soit, ni les avocats, ni les investisseurs, ni les parents à l'école chuchotant, ni les phrases d'accroche. Léo commence à redouter de partir. Il dit ne pas s'en soucier, mais il rentre à la maison et claque la porte, ne parlant pas pendant des heures. J'ai déjà traversé ce genre de choses, pas à ce niveau-là, mais assez pour savoir que ça ne s'estompe pas rapidement. Les gens préfèrent un scandale à une solution. Tu veux disparaître ? Juste un petit moment, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans déclaration, juste de l'espace. Eva sortit une vieille clé d'un tiroir et la laissa tomber sur la table. La cabane de ma tante, à 2 heures d'ici. Elle tombe en ruine, mais elle a un toit, la plupart du temps. 3 jours plus tard, ils montèrent une route de gravier étroite jusqu'à une petite cabane usée, entourée de grands arbres et d'un lac presque alarmant de calme. La cabane penchait légèrement sur le côté, comme si, au fil des ans, elle avait perdu confiance en elle, la porte moustiquaire coinçait, les tuyaux gémissaient, et le toit laissait entrer de douces gouttes quand il pleuvait. Eva disait qu'elle avait du caractère, Graham affirmait qu'elle avait de la moisissure. La première nuit fut difficile. Graham n'arrivait pas à faire fonctionner le poêle à bois. Léo, installé sur le canapé, emmitouflé dans 2 sacs de couchage, offrait des commentaires inutiles. Je pensais que les milliardaires étaient censés savoir comment allumer un feu. Graham abandonna et utilisa le poêle pour y entreposer du bois de chauffage. Au final, ils passèrent la nuit en pull et avec des chaussettes en supplément, et quand le soleil du matin réchauffa le porche, cela ressemblait à une petite victoire. Ils s'ajustèrent peu à peu, pas de signal téléphonique signifiait pas de rappel de calendrier, pas d'alerte. Personne à l'extérieur, hormis eux 3, ne savait même où ils se trouvaient. Graham se retrouva à observer des fourmis transporter des miettes de la table de pique-nique, Eva s'assit sur le quai, les pieds dans l'eau, esquissant des dessins dans un carnet, juste par habitude, et Léo sortit une boîte en carton d'anciens appareils électroniques qu'il avait emballé à la dernière minute et se mit à construire quelque chose qui ressemblait à une radio Frankenstein. Ils cuisinèrent avec des casseroles dépareillées et essayèrent des recettes d'un vieux livre de cuisine de camping de 20 ans. La plupart des plats sortirent à moitié brûlés ou étrangement insuffisamment cuits, et pourtant personne ne se plaignit. Ils mangèrent autour d'une table en forme de lanterne, se passant le sel et se moquant des tentatives de pancakes de l'un et de l'autre. Un soir, Graham versa accidentellement un pot entier de poudre de chili dans le ragoût, Eva le fit finir son bol, Léo le filma avec une caméscope qu'il trouva dans un placard et y ajouta des commentaires comme s'il s'agissait d'une émission de survie. Les jours s'écoulèrent en une routine simple. Léo montra à Graham comment utiliser un fer à souder, et Graham lui apprit à diriger un canoë, bien qu'il tournasse en rond les premières fois et manquasse de percuter une bûche immergée. Ils jouèrent mal aux cartes après le dîner, et Graham essaya de se rappeler la dernière fois où il avait ri sans se soucier de l'image que cela pouvait renvoyer aux autres. Eva semblait plus légère ici, moins sur ses gardes. Elle se levait tôt, préparait un café fort, errait dans les bois pieds nus quand le soleil était bas, racontait des histoires le soir sur sa tante, sur ses années universitaires avant que tout ne s'effondre, sur des endroits où elle avait failli déménager mais ne l'avait pas fait. Graham écoutait. Parfois, elle le regardait en parlant, parfois non. L'un d'eux appelait toujours Léo, Monsieur Univers, mais l'arrière-goût avait disparu. Il le disait maintenant comme une plaisanterie intime, quelque chose de partagé. Un matin, en ajustant un enchevêtrement de fil emmêlé, il dit « Peux-tu tenir ça ?» et il tendit à Graham un condensateur sans broncher. Graham ne fit aucun commentaire, aucune scène, c'était juste une partie du projet désormais. Le 9e soir, ils allumèrent un petit feu dans le foyer derrière la cabane.
Il retire des guimauves sur des bâtons que Graham avait jugés structurellement solides, même si Eva. Pendant la cuisson, ils préparèrent des œufs morts en désordre et laissèrent la cendre se déposer sur leurs vêtements sans la dépoussiérer. Léo s'assit entre eux, somnolent et collant de sucre après être allé à l'intérieur, tandis qu'Eva et Graham restaient dehors à fixer les faibles flammes. « J'ai oublié ce que le calme faisait ressentir, dit-elle. Il ne répondit pas, l'observant. Elle avait toussé davantage ce jour-là, quelque chose de sec et rugueux qu'elle minimisait toujours. Le placard, disait-elle, fumerait, mais cela restait avec lui. Il y avait quelque chose derrière, qu'elle ne nommait pas. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ne fais pas ça, fais comme si tu voulais savoir et panique quand tu entends la réponse. » Il ne poussa pas la conversation, se contenta de hocher la tête et jeta une autre branche sur le feu. Les braises étincelèrent dans le silence, le vent se leva sur le lac. Elle toussa de nouveau, se détourna de lui cette fois, et essuya sa bouche avec la manche de son sweatshirt. « Ce n'est rien, c'est probablement la poussière. Cet endroit n'a pas connu d'aspirateur depuis l'administration Bush. » Graham regarda la tasse de thé dans ses mains. « Tu es sûr ?» Elle dit « Non, mais j'aimerais bien que ce le soit. » Et aucun d'eux ne dit grand-chose après cela. Quand ils rentrèrent enfin dans la cabane, une sensation de calme lourd les enveloppait, comme si l'endroit se posait après avoir retenu son souffle. Cette nuit-là, Graham resta éveillé sur le canapé, la couverture tirée contre sa poitrine, écoutant pour entendre à nouveau sa toux. Elle vint, faible mais indubitable, depuis la chambre au bout du couloir. Il fixa le plafond, le cœur battant, sachant qu'il ne pourrait pas rester ici indéfiniment, mais pour l'instant, le monde était silencieux et il n'était pas prêt à s'en défaire. Le lendemain matin, Graham était convaincu que ce n'était pas seulement la poussière ou la fumée. Eva toucha à peine son café. Elle s'assit sur le porche, enveloppée dans une couverture, sans se plaindre, ne faisant même pas semblant d'apprécier la vue comme à son habitude. Ses joues étaient pâles et son énergie, ce courant tranquille qu'elle emportait même les jours de fatigue, semblait s'amenuiser. Elle fit quand même une blague quand Graham proposa de préparer le petit déjeuner, quelque chose à propos de sa dépendance excessive aux haricots en conserve, mais sa voix était monotone, et quand elle se leva pour aller à l'intérieur, elle vacilla légèrement et dut s'arrêter pour reprendre son équilibre. Graham ne dit rien au début, se contenta de le noter, de le stocker, de l'observer. Le reste de la journée passa ainsi. Le soir, la toux était revenue avec plus de force, interrompant leur partie de cartes et persistant même après qu'elle ait bu une demi-tasse d'eau. Elle s'en moqua comme la veille, disant qu'elle avait juste besoin de dormir. Graham hocha la tête, mais son estomac était noué et ses pensées trop bruyantes. Après son coucher, il se tint près du feu mourant et regarda le lac, puis le ciel, puis la porte close de la chambre. Finalement, il prépara un petit sac de nuit pour elle et un autre pour Léo, au cas où. Le matin, quand Eva tenta de minimiser à nouveau la toux, il lui dit de monter dans la voiture. Elle résista, disant qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas passer la journée assise dans une salle d'attente froide juste pour se faire ordonner de se reposer et de s'hydrater. Graham ne se disputa pas, il ouvrit simplement la porte et attendit. Elle le regarda, puis regarda Léo, qui observait depuis la fenêtre, et finit par céder sans un mot. Le trajet vers la ville fut silencieux. Elle s'appuya contre la vitre et ferma les yeux, tandis que Graham ne cessait de vérifier le rétroviseur, même s'il n'y avait personne derrière eux. La clinique était petite, nichée entre un dîner et une quincaillerie, avec 2 infirmières à l'accueil et un seul médecin d'astreinte. Ils furent polis, efficaces, et ne s'attardèrent pas sur les convenances quand ils virent à quel point Eva paraissait pâle. Elle fut admise immédiatement. Léo resta dans la salle d'attente, les bras croisés, les jambes se balançant. Graham essaya de rester assis, de lire un magazine périmé ou de regarder le fil de nouvelles diffusées en silence sur une télévision murale, mais rien n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était ce qui se passait derrière la porte marquée « Examen 3 ». Il se leva quand l'infirmière revint. « Ils font des analyses de sang, » dit-elle, « le docteur y viendra vous parler tous les deux sous peu. » Tous les deux, Graham fut conduit dans la pièce où Eva était assise, droite sur la table d'examen, l'air têtu, agacé et plus épuisé qu'il ne l'avait jamais vue. « Il pense que c'est une pneumonie, » dit-elle, avant que le médecin n'arrive. « Compliqué par autre chose. » « Ce n'est pas nouveau, » répliqua-t-elle. « Que entends-tu par ce n'est pas nouveau ?» Elle baissa les yeux sur ses mains. « J'ai le lupus, diagnostiqué il y a 8 ans. Ça a été gérable, principalement avec des médicaments et quelques poussées ici et là. Je ne pensais pas que ce serait différent. Et tu n'as pas pensé à le mentionner. Je ne pensais pas que nous serions dans une cabane en pleine forêt pendant que tu me regardais tousser seul.
Le médecin entra, coupant la conversation. Le docteur H, la cinquantaine, calme, posé et direct, examina son dossier et expliqua la situation clairement. Son nombre de globules blancs était élevé, son taux d'oxygène bas, et la pneumonie était probablement aggravée par la poussée auto-immune. Il l'admettait pour une surveillance d'une nuit, pour des antibiotiques, une imagerie thoracique, rien de spectaculaire, mais définitivement pas anodin. Graham hocha la tête, absorbant chaque mot, tandis qu'Eva roulait des yeux en disant qu'elle détestait les lits d'hôpital. Ce n'est qu'après être ressorti dans la salle d'attente que le véritable poids de la situation se fit sentir. Léo était déjà debout. « Ça va ? Elle reste ici ce soir. » Graham dit, juste pour s'assurer qu'elle reçoive ce dont elle a besoin. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Graham ne savait pas comment traduire le langage médical en quelque chose de rassurant. Ils font des tests, ils prendront bien soin d'elle. Mais Léo avait vu quelque chose dans son visage, quelque chose d'instable. Il ne posa plus de questions, se contenta de se retourner et de marcher vers la salle de bain. Graham attendit. 5 minutes passèrent, puis 10. Il alla frapper à la porte de la salle de bain. Léo ne répondit pas. Il frappa de nouveau, plus fort, toujours rien. Finalement, il essaya la poignée où la porte était verrouillée. « Léo, j'ai besoin que tu ouvres la porte. » Une voix étouffée se fit entendre de l'autre côté. « Je vais bien, tu vois bien que non. Je n'ai pas envie de parler. »« Moi non plus, » murmura-t-il, « pas quand j'avais peur. » Mais cela n'aidait en rien, le silence s'étira. Graham pressa son front contre la porte. « Je ne savais pas comment être un père. Je ne le suis toujours pas, et j'avais peur de le devenir. Quand j'ai appris pour Eva, sauf que je ne l'ai pas vraiment su, pensa-t-il, mais quelque part, je l'ai ressenti, je n'ai pas cherché à savoir parce que je pensais n'avoir rien à offrir. » Un autre moment de silence, puis le léger cliquetis d'un verrou qui se tournait. Léo ouvrit la porte de quelques centimètres et le regarda, le visage grisé mais sobre. « Tu aurais dû regarder, » dit-il. Ils restèrent dans le couloir devant la salle de bain un long moment, puis Léo passa devant lui et regagna les chaises, repliant ses genoux contre sa poitrine. Graham s'assit à côté de lui, sans dire un mot, simplement. Ils passèrent la nuit dans la salle d'attente. Graham acheta à Léo un sandwich de distributeur et une bouteille de jus de pomme, et lui fit promettre de dormir, mais aucun des deux ne s'endormit vraiment. Le matin, Eva fut transférée dans une petite chambre privée. Le médecin avait dit qu'il fallait attendre plus de résultats de tests pour voir si elle répondait au traitement, mais il la surveillait de près. Ils retournèrent à la cabane juste pour récupérer quelques affaires, vêtements, livres, chargeurs. Le trajet sembla plus long cette fois. Le calme n'était plus paisible, il était lourd. La sérénité qu'ils avaient connue les jours précédents avait disparu de l'endroit. Léo ne plaisanta pas à propos du poêle, Graham ne trébucha pas sur la marche du porche. Ils traversèrent l'endroit comme des invités, et non comme des personnes qui avaient commencé à y appartenir. Graham prit ce dont ils avaient besoin et s'arrêta dans l'encadrement de la porte avant de partir. L'air sentait le pain, le café brûlé et la fumée légère des feux passés, ce fut quelque chose de bon pendant un instant, mais maintenant, c'était comme un rêve emprunté, un rêve qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre de garder. Léo demanda. « Elle va s'en sortir, non ?» Graham ne répondit pas tout de suite. « J'espère, » dit-il. « J'espère vraiment. » Les jours suivants, la chambre d'hôpital changea. Les machines se multiplièrent, les tubes s'en mêlèrent, et le silence s'étira entre chaque interruption. Ce qui avait commencé comme une observation se transforma en escalade. Les poumons d'Eva ne se rétablissaient pas assez vite, l'inflammation due au lupus aggravait l'infection, et son corps, déjà épuisé, perdait du terrain au lieu d'en gagner. Graham cessa de demander des nouvelles. Chaque jour apportait de nouveaux chiffres, une nouvelle terminologie, de nouvelles phrases prudentes de médecins qui ne le regardaient plus dans les yeux plus de quelques secondes. Il resta néanmoins, quittant à peine la chambre, dormant sur une chaise près de la fenêtre, une fenêtre avec une fine couverture qui sentait l'antiseptique. Il arrêta de se raser dès le 3e jour. Au 5e jour, une infirmière lui demanda doucement s'il avait besoin que quelqu'un lui apporte des vêtements. Il refusa, il n'avait pas besoin d'être présentable, il avait juste besoin de rester proche. Léo venait chaque après-midi après l'école. Il ne se plaignait jamais du long trajet en bus ni des heures passées dans une pièce trop silencieuse, entourée de trop nombreux moniteurs. Il apportait des livres, de petits appareils électroniques à bidouiller, une tablette pour montrer à Eva le dernier robot qu'il programmait. Parfois, elle était suffisamment éveillée pour sourire, parfois non. Il ne faisait pas de manière non plus.
Graham s'émerveillait de sa résilience, de la façon dont il continuait d'être présent, calme et pragmatique, même quand la toux d'Eva devenait creuse et que ses phrases s'interrompaient plus souvent qu'elles ne se terminaient. Le 7e soir, elle était plus alerte. Graham ne savait pas si c'était le CID ou un petit cadeau de temps, mais elle le regarda avec une pleine reconnaissance et se redressa un peu. Léo était recroquevillé dans un coin avec un livre, à moitié endormi, une couverture tirée sous son menton. « Ça va » murmura-t-elle. Graham hocha la tête. « Il va bien. »« J'aurais pensé avoir plus de temps, » dit-elle pour mieux expliquer, pour le préparer. « Tu as fait mieux que ce que la plupart des gens font. » Elle regarda Léo. « Je ne lui ai pas tout raconté sur nous, sur les choix que j'ai faits, certaines choses, je ne savais pas comment les dire, je pensais que ça n'avait plus d'importance. »« Je peux lui dire, » répliqua Graham, « quand il sera prêt. » Elle l'observa un moment, comme pour peser le poids de ses mots. « Ne transforme pas ça en histoire, » dit-elle, « dis-lui simplement la vérité, tout. Je te le promets. » Elle ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit. « Et ne reviens pas à cette version de toi, l'homme aux réponses et au calendrier plein de réunions. La vie n'est pas réelle, ce n'était jamais réel, c'était du bruit. » Graham ne pouvait pas la contredire, il ne voulait pas. « Tu as encore du temps, » dit-elle, « plus que moi, alors utilise le mieux. » Il tendit la main pour prendre la sienne, la tenant délicatement, de peur qu'une légère pression ne l'épuise, ses doigts étaient frais, son emprise lâche mais présente. Ils restèrent ainsi un long moment, tandis que la machine derrière elle cliquetait de ses rythmes lents, que les lumières du parking à l'extérieur jetaient de longues ombres sur le sol. Plus tard, Graham aida Léo à installer le lit pliant posé près du lit. L'infirmière apporta une seconde couverture et éteignit la lumière du couloir. Léo enleva ses chaussures et se recroquevilla en silence, sans demander d'histoire ce soir-là. Graham s'assit au bord du lit d'Eva et attendit que sa respiration se régularise, mais elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle le regarda à nouveau, les yeux clairs. « Merci, » dit-elle, « pour être là. » Il n'eut pas de réponse à cela, pas une qui importe. Alors il resta là, à côté d'elle, pendant que les machines cliquetaient et que la nuit s'installait. Il avait dû s'endormir à un moment donné, car quand il se réveilla, la lumière dans le couloir avait changé et quelque chose dans la chambre avait modifié l'atmosphère. L'air était encore trop immobile. Il regarda le lit, sa poitrine ne se soulevait plus. Il s'approcha, plaça une main sur la sienne. Elle était encore chaude, mais il n'y avait ni mouvement, ni souffle, ni tension, juste l'immobilité. La machine n'avait pas émis le moindre bruit, elle avait demandé qu'on désactive les alarmes la nuit précédente. Aucun bip, aucune panique. Elle ne voulait pas effrayer Léo si cela se reproduisait pendant la nuit. Graham recula et prit une bouffée d'air qui ressemblait à avaler quelque chose de tranchant. Puis il remarqua un morceau de papier plié sur la table à côté du lit. Il le ramassa, le déplia lentement. C'était son écriture, tremblante mais familière. « Dis-lui que je l'ai aimé chaque jour, même quand j'étais en colère, surtout alors, et dis la même chose à Léo. » Il repliait la note et la glissa dans la poche de sa veste. Puis il se tourna vers le lit pliant et toucha doucement l'épaule de Léo. Dit-il doucement. Léo bougea, cligna des yeux. « C'est le matin ?»« Pas tout à fait, » répondit-il en regardant Graham, puis le lit. Il se redressa lentement, sans poser la question à haute voix, il n'en avait pas besoin. Graham s'assit à côté de lui, incertain de quoi dire. Léo parla le premier. « Est-ce qu'elle est partie ?» Graham hocha la tête. Léo replaça ses genoux contre sa poitrine. « Je le savais, » dit-il. « La nuit dernière, je l'ai senti. » Ils ne pleurèrent pas, pas alors. Ils restèrent simplement assis sur le lit, en silence, se penchant légèrement l'un vers l'autre, sans réaliser que la distance entre eux n'était plus aussi grande. Des infirmières entrèrent silencieusement, l'une d'elles toucha le bras de Graham et demanda s'il avait besoin de quelque chose. Il secoua la tête. Léo demanda s'ils pouvaient rester un peu plus longtemps, et ils le firent. Quand ils quittèrent enfin la chambre, ce fut juste après l'aube. L'hôpital s'éveillait, l'air rempli de voix douces, du bourdonnement des machines et des pas. Graham tint la main de Léo dans l'ascenseur, et cette fois, Léo ne se retira pas. Ils attendirent quelques jours avant les funérailles. Ce n'était pas une question de logistique, il n'y en avait pratiquement pas. Eva avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de foule, pas de discours, pas de fleurs accumulées dans des paniers ornés de cartes brillantes. Elle désirait la simplicité, quelque chose d'honnête. Alors Graham s'en occupa lui-même, avec Léo à ses côtés à chaque étape. Ils choisirent ensemble un lieu, une courbe tranquille du lac près de la cabane, juste après l'endroit où les arbres s'ouvraient et où l'eau restait immobile la plupart des matins.
Il n'y avait ni prêtre, ni musique, juste le chant des oiseaux et le bruit sourd des vagues de bateaux venant de loin. Ils portaient des vêtements sombres parce que cela leur semblait juste, et non parce qu'on le leur avait dit. Graham prit soin de porter une petite boîte en bois et la déposa au bord du quai. Léo tenait une rose unique, sa tige serrée entre ses doigts comme si elle représentait plus que tout ce qu'il pouvait offrir. « Je ne sais pas ce que les gens sont censés dire, » dit Léo doucement. « Tu n'as rien à dire, » répondit Graham. Léo hocha la tête, puis s'avança, se pencha et jeta la rose. Elle atterrit doucement sur la surface, tourna une fois et dériva. Ils restèrent ainsi longtemps, juste tous les deux et le lac. Graham pensa à toutes les fois où Eva s'était assise à cet endroit précis pour dessiner, lire, observer Léo éclabousser dans les bas-fonds. Cet endroit lui appartenait plus que n'importe quel bureau, laboratoire ou publication. Il ne pleura pas, et Léo non plus. Là, le chagrin n'était pas un déluge, mais une marée lente et régulière qui les tirait d'une manière qu'il n'avait pas encore comprise. De retour en ville, tout semblait plus bruyant. Graham passa une semaine chez Langford Dynamics avant de convoquer une réunion extraordinaire du conseil. Devon essaya de le dissuader, lui conseillant au moins de laisser la crise se calmer, mais Graham en avait assez du spectacle. Il annonça sa démission de PDG, confia les opérations quotidiennes et reprit un rôle consultatif non exécutif. Il le déclara franchement, quelqu'un d'autre devrait façonner l'avenir, pas lui, pas désormais. D'abord, l'annonce choqua l'industrie, puis elle suscita de la curiosité, et finalement, du respect. Certains pensèrent que c'était une manœuvre de relations publiques élaborée, d'autres supposèrent des problèmes de santé ou des pressions familiales, mais Graham n'expliqua rien. Il n'en devait plus autant à personne. La seule chose sur laquelle il insista fut de rétablir la vérité publiquement, clairement et sans détour. La société publia un communiqué nommant Eva Serrano comme co-développeuse du prototype original de Langford, créditant officiellement son travail et ses contributions en design. Graham le signa lui-même. La semaine suivante, ils annoncèrent le lancement de la bourse commémorative Eva Serrano pour les jeunes femmes en ingénierie, financée de façon privée par Graham. Ce n'était pas un geste grandiose, c'était un début. La vie prit un rythme différent. Léo emménagea dans l'appartement de Graham, et l'ajustement ne se fit pas sans heurts. Il y eut des disputes sur l'heure du coucher, les devoirs, la durée acceptable de temps d'écran. Graham fit des pancakes un matin et faillit déclencher l'alarme incendie. Léo prit le relais par la suite. Ils gérèrent le reste de la semaine. L'école demanda à Graham de remplir des formulaires de contact d'urgence, d'historique médical, d'autorisation du conseiller. Cela ressemblait à plus de paperasse que lors de sa dernière acquisition, mais il s'en occupa de A à Z. Il commença à assister aux événements scolaires, assista à des assemblées sur le recyclage et la robotique avec son téléphone éteint. Il rejoignit l'association parents-professeurs, surtout pour s'assurer que Léo ne se dérogeât pas face aux devoirs. Ils se disputaient souvent. Graham apprenait à être père d'un enfant qui se moquait de son titre professionnel, qui ne retenait rien lorsqu'il était agacé ou dépassé. Parfois, Léo disait des choses qui étonnaient, non pas parce qu'elles étaient cruelles, mais parce qu'elles étaient vraies. Graham n'avait pas l'habitude d'être vu aussi clairement, mais il riait aussi. Il jouait aux cartes jusqu'au bout de la nuit et se faisait des pizzas surgelées le vendredi. Graham aida pour un projet de foire scientifique sur le stockage d'énergie solaire. En chauffant une planche de circuit avec un sèche-cheveux, il en fit fondre une partie. Léo gémit comme si c'était la fin du monde, puis rit si fort qu'il dut s'asseoir. Graham cessa de consulter ses emails après 19 heures, se mit à faire les courses, apprit à plier les draps, à installer une pomme de douche et à préparer le grilled cheese préféré de Léo de la bonne façon, sans croûte, avec du cheddar fort bien toasté, sans raccourci. L'appartement changea peu à peu. Les esquisses encadrées des projets scolaires de Léo s'accrochèrent au mur, la table à manger resta toujours encombrée, on avait l'impression que des gens y vivaient. Quelques nuits après le coucher de Léo, Graham s'asseyait sur le balcon pour parler doucement à Eva, sans drame, lui racontant ce que Léo avait fabriqué dans la journée, comment il avait finalement réussi son quiz de maths ou comment ils avaient tous les deux oublié que c'était le jour de ramassage des ordures et avaient couru après le camion pieds nus à 6 heures du matin. Parfois, il se demandait s'il faisait tout de travers, parfois il ne disait rien du tout. Le chagrin ne disparaissait pas, il persistait dans des moments inattendus, dans le son accidentel d'une vieille playlist d'Eva, dans une question sur l'historique familial sur un formulaire médical, dans le rire de Léo qui lui ressemblait exactement. Mais il ne pesait plus toujours aussi lourd, il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de familier, presque réconfortant, la preuve qu'elle avait bel et bien existé.
Léo ne l'appelait pas encore « papa », mais Graham ne le pressa jamais. Un soir, après une longue journée de course et un match de foot perdu, Léo s'effondra sur le canapé en disant « Tu peux me chercher un soda, papa ?» Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Graham le lui tendit sans un mot, puis alla dans la cuisine, resta un moment seul, laissant les mots s'installer comme quelque chose de longtemps attendu. Il continuait, pas parfaitement, ni même en douceur, mais il continuait. 5 ans passèrent, certes pas en silence. Le temps ne glissait pas, il frappait, imposant ajustements, compromis et une centaine de petites décisions que Graham n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Mais il avançait, et d'une manière inégale, les choses s'adoucissaient. L'appartement gardait la même disposition, mais se remplissait vite, les étagères ployaient sous le poids des manuels scolaires et d'anciens ordinateurs portables démontés et jamais vraiment remontés, les outils étaient éparpillés sur la table basse, des dessins collés au mur, des brûlures de soudure sur le tapis. Rien ne faisait penser à la demeure d'un homme qui avait autrefois dirigé une entreprise technologique mondiale, mais ça avait l'air habité, et ça comptait beaucoup. Graham laissa pousser ses cheveux plus longs et s'en moqua quand il grisonnait. Il troqua ses costumes sur mesure contre des pulls pas toujours assortis et des jeans toujours tachés. Il continuait de consulter la société de temps en temps, surtout sur la stratégie globale, mais il n'avait plus mis les pieds au siège depuis plus d'1 an. Il écrivait maintenant un livre, quelque chose de désordonné et honnête, mi-histoire personnelle, mi-excuse, mi-avertissement, sans esprit de fantôme, sans polish corporate, juste des nuits tardives, des chapitres à moitié finis et du café qui ne restait jamais assez chaud. Léo était devenu une force à 14 ans. Il avait une répartie sèche qui tranchait rapidement les absurdités et un esprit qui bougeait encore plus vite. Il construisait déjà des systèmes et dessinait des circuits que Graham peinait à suivre. Il avait un don pour équilibrer curiosité et scepticisme, et quand il riait, c'était suffisamment rare pour sembler précieux. Il appelait désormais Graham « papa ». Pas tout le temps, mais assez, surtout quand cela comptait. Ils se disputaient comme des colocataires et se parlaient comme des partenaires. Graham ne prétendait pas être le genre de parent qui a toutes les réponses, il restait simplement proche et essayait de mieux écouter. Le salon de l'inventeur avait lieu dans 2 semaines. Léo se préparait depuis des mois, dessinant des plans dans ses carnets et construisant des prototypes bruts qui bourdonnaient, s'illuminaient ou ne faisaient rien du tout avant le 3e ou 4e essai. L'appartement ressemblait à un mini-laboratoire chaotique. Graham avait été entraîné à aider pour le panneau d'exposition, une tâche qu'il abordait avec un optimisme prudent et un pistolet à colle. Il se brûla le doigt 20 minutes après et jura sous cape. « Tu n'as pas le droit de saigner sur le titre. » Léo, sans lever les yeux, répliqua. « Je ne saigne pas, tu es dramatique, j'ai mal. » Léo lui tendit un pansement et retourna à ses fils. Graham l'appliqua sans commentaire et reprit la tâche de coller la bordure orange vif autour de la carte titre. Stockage solaire adaptatif à partir d'unités mobiles. Il ne savait pas si cela gagnerait un quelconque prix, mais c'était intelligent et c'était à Léo, et c'était suffisant. À l'approche de l'anniversaire de la mort d'Eva, la maison se fit plus silencieuse. Ils n'en parlèrent pas jusqu'au jour même. Léo se réveilla tôt, déjà habillé, un journal complet à la main et un petit bouquet de fleurs sauvages glissé dans son sac à dos. Graham emporta un thermos de café et 2 sandwichs au jambon, sans poser de questions. Le lac n'avait pas changé, l'eau se déplaçait lentement, encadrée par des arbres devenus plus épais mais toujours familiers, le quai grinçait sous leurs pas et Graham sentit la douleur du souvenir dans sa poitrine, pas douloureuse, simplement présente. Léo s'assit, jambes croisées, et sortit le vieux papier. C'était le dessin qu'il avait fait à 9 ans, celui qu'Eva gardait dans un tiroir de cuisine, le croquis original, le prototype griffonné et biffé, mais avec 3 figures en bâton ajoutées en bas ou l'une avec des cheveux bouclés et de longs bras, l'autre portant un petit costume carré étiqueté, et la dernière avec des yeux dépareillés, chacun d'une couleur différente, exactement comme lui. Il le montra sans un mot. Graham le prit délicatement et l'examina à nouveau, il n'avait pas changé. Léo se leva, marcha jusqu'au bord du quai et jeta les fleurs dans l'eau. Elles se dispersèrent lentement, certaines attrapées par la brise, d'autres dérivant vers l'autre rive. Graham n'essaya pas de dire quelque chose de profond, ils restèrent ensemble à regarder jusqu'à ce que la dernière pétale disparaisse. Léo ne parla pas beaucoup, il somnolait dans la voiture, la tête appuyée contre la vitre, son sac à dos entrouvert avec des fils dépassant d'un sac Ziploc. Graham garda une main sur le volant et l'autre près du levier de vitesse, captant le rythme régulier de la respiration du garçon, suffisamment régulier pour savoir que tout allait bien, pour l'instant.
L'auditorium de l'école était petit du genre avec des chaises pliantes instables et une estrade de fortune éclairée par des fluorescents. Il y avait peut-être une centaine de personnes dans le public, élèves, enseignants, quelques parents déjà à moitié distraits par leur téléphone. Graham se tint en coulisses, tenant une simple feuille de notes. Il n'était pas là où le conférencier principal n'était pas officiellement présent, juste un parent invité à parler d'innovation. L'enseignant qui l'introduisit ne mentionna pas le nom de sa société, l'appelant simplement le père de Léo Serrano. Cela suffisait. Il monta sur scène. Il leva les yeux et regarda la foule. Quand sa voix arriva, elle était calme et posée. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'être le premier importait plus qu'être honnête. Je croyais que le succès se mesurait à qui recevait les éloges, à qui gagnait, à qui montait sur la plus grande scène. Je me suis trompé. J'ai eu le temps d'apprendre qu'avoir raison n'est pas aussi important que bien faire et que, parfois, la chose la plus importante que l'on puisse bâtir est la confiance, surtout quand il est presque trop tard. Aucun tonnerre d'applaudissements ne suivit, seulement une petite vague d'applaudissements, polis mais chaleureux. Au premier rang, Léo était assis, les bras croisés, avec le plus léger sourire en coin tiré à l'angle de sa bouche. Graham n'en avait pas besoin de plus. Par la suite, le projet de Léo attira une foule d'étudiants posant des questions, tapotant sur les commandes du panneau et demandant s'il l'avait breveté. Il répondit à tous calmement, expliquant les fonctionnalités, ajustant les réglages, corrigeant les fausses suppositions avec la même assurance qu'il avait eu, garçon, sur une scène TED, photo à la main, réclamant la vérité. Graham se recula et regarda, n'étant plus le centre de l'histoire, mais une partie de celle-ci, et pour la première fois depuis longtemps, cela lui sembla exactement juste. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires touchantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer un upload. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine histoire.